Euh, et donc, normalement, on est parti. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là pour cette déjà 13e et probablement dernière de l'année séance donc, de notre cycle de conférences à la rencontre des historiens et des historiennes de la santé. Pour remettre dans le contexte, pour fêter les 10 ans du réseau historien et historienne de la santé, on a décidé d'aller à la rencontre des gens qui font de l'histoire de la santé, des gens qui renouvellent les approches, qui renouvellent les objets, qui réinventent l'histoire de la santé. Et donc, c'est notre 13e rendez-vous aujourd'hui. Euh, pour celles et ceux qui ne sont pas encore habitués, ça se passe toujours de la même manière. On est ensemble pour à peu près 1 heure, et pour une bonne trentaine de minutes, 40 minutes d'intervention de notre invité ou invité eux, et ensuite un échange avec les gens, avec la salle virtuelle présente. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir pour notre dernière séance donc, Didier Nourisson, qui est professeur d'histoire à l'Université de Lyon, en France, et qui vient nous parler de ses travaux qui sont parus dans un livre récent sur l'histoire du lait. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais me taire dans une petite minute et lui laisser la parole pour les 30 à 40 prochaines minutes. Puis ensuite, il y aura un temps d'échange avec la salle, le tout permettant à chacun de repartir vers ses activités normales à 13h30 pour les gens qui sont sur l'horaire de Montréal ou à 19h30 pour ceux qui sont sur l'horaire de Paris. Merci encore d'être présente pour venir écouter Didier Nourisson. Merci encore Didier Nourisson d'avoir accepté de participer à ce cycle de conférence. La parole est à vous pour les 30 à 40 prochaines minutes. Bien, bonsoir à tous, les Montréalais, Québécois et Canadiens, peut-être même plus loin. Je crois que même il y a des Parisiens qui sont parmi nous. Donc, je suis content de revoir certains visages que j'aime beaucoup, comme Denise Baillargeon, qui est présente ici. Et je vais vous parler aujourd'hui donc d'une histoire un peu singulière. C'est l'histoire du lait maternel, au fond, que je viens effectivement de réaliser. Alors peut-être que mon nom y est pour quelque chose, sans doute, c'est une forme d'origine, mais aussi je crois qu'il fallait faire quelque chose sur cette histoire du lait parce que au fond le lait c'est non seulement la santé mais c'est vital, hein. Je ne connais personne qui passe la première année de son existence sans boire du lait et de préférence du lait maternel. Alors, cette histoire du lait maternel donc, commence évidemment dès lors qu'il y a des hommes et on a tout un tas de restes archéologiques qui nous montrent bien qu'il y a eu un allaitement maternel très tôt. Hein, très tôt. Je peux éventuellement vous suggérer de regarder dans cet écran là une terre cuite assyrienne qui date de 2000 ans avant Jésus-Christ, qui nous montre une femme en train d'allaiter et non seulement une femme, mais une déesse mère, parce que très rapidement, on va se rendre compte que le lait a été sacralisé dès lors qu'il sort d'une poitrine maternelle, mais plutôt d'une poitrine de déesse. Ainsi, par exemple, les Égyptiens avaient Isis allaitant le petit bébé Horus. Mais mon histoire, je voudrais plutôt la commencer à la Renaissance. Alors pourquoi la Renaissance? Eh bien parce qu'il se passe un événement à la Renaissance tout à fait intéressant pour l'histoire de l'art, pour l'histoire des idées et pour l'histoire même religieuse, c'est que la Vierge Marie se met à allaiter dans les œuvres d'art sacré, et tous les arts sont quasiment sacrés à cette époque. On s'aperçoit qu'entre le XIVe et le XVIe siècle, eh bien, le nombre de vierges allaitantes apparaît souvent. Ainsi, par exemple, si on prend cette simple sculpture de Clermont-Ferrand qui se trouve à l'église Notre-Dame-du-Port à Clermont-Ferrand, on voit une vierge donc qui allaite, ce qui est évidemment un miracle supplémentaire. On avait déjà une vierge qui avait accouché et qui accouchera bientôt, le 25 décembre prochain, mais maintenant on va avoir une vierge qui allaite. Alors la question est, pourquoi ces vierges se mettent-elles à allaiter à la Renaissance? Eh bien,
je pense, bien que les historiens de l'art ne soient pas tellement disert sur la question, que c'est à cause des événements notamment religieux qui ont lieu à cette époque, c'est-à-dire qu'on commence à chahuter un petit peu la religion établie, la religion chrétienne à l'époque, avant qu'elle ne devienne catholique. Et cette religion établie, donc, va devoir se justifier un petit peu, y compris sur le plan idéologique, en donnant plus d'humanité à leur personnage, et en particulier donc à cette Vierge qui était jusqu'alors très, très distante. Hein. Si on se rappelle par exemple les Vierges d'époque romane, on voit qu'elles sont assises de manière très, très rigide, portant l'enfant Jésus sur leurs genoux, et ne s'occupant pas de lui, hein, finalement, donc n'allaitant pas. Donc on voit dès lors dans l'art, dans l'art de la Renaissance, ces madones allaitantes qui se multiplient. Alors, ça vient d'abord de l'Italie, évidemment, le premier lieu de la Renaissance, et puis ça va diffuser jusque dans les pays flamands, jusqu'en Espagne, et à travers la France, on va voir donc de multiples tableaux de ces vierges allaitantes. Bon, je passe parce qu'il y a un autre événement qui a lieu avec la Renaissance, c'est évidemment la redécouverte des anciens, et en particulier les anciens médecins comme Soranos, le grec du 1er siècle après Jésus-Christ, qui a écrit le premier traité des maladies de femmes et qui a donc commencé par faire l'apologie un peu du sein maternel pour ces femmes. Alors, autre Oribase également, qui a beaucoup écrit sur les mères qui allaitent. En même temps, donc dès le XVIe siècle, va avoir lieu évidemment les conciles de Trente qui vont interdire en quelque sorte la vision de la nudité religieuse, de la nudité donc de la Vierge. Pas question de montrer son sein quand on est une Vierge. Donc à partir du XVIe siècle, l'art sacré voit disparaître le sein virginal de toutes ces apparitions. Mais j'allais dire, les artistes qui ont plus d'un tour dans leur sac vont alors transformer le topos religieux en topos laïque, en quelque sorte, en créant le personnage de la mère allaitante, de la femme donc qui allaite sans avoir d'auréole autour de la tête, et en développant les vertus, que la vertu, comme on l'appelait, de la charité, par exemple. Charité maternelle étant un topos médical qui se crée à partir du XVIe, XVIIe siècle. On a un bel exemple, par exemple, avec un tableau de Rubens qui montre cela. Et cet allaitement maternel vient d'en haut, mais est développé par les médecins humanistes. Même Rabelais, qui parle beaucoup de vin, lui-même va faire boire du lait à ses personnages. Donc, cet allaitement maternel est vanté par les médecins humanistes. Il y aura toute une tradition qui ira jusqu'à durant le XVIIe siècle, durant le XVIIIe siècle. Évidemment, on pense à Rousseau, mais bien d'autres médecins Rousseau n'était pas médecin, mais par exemple, un médecin comme l'anglais Hugh Smith, avec son guide des mères, en 1774, va préconiser l'allaitement maternel. Un autre événement qui a lieu à partir du XVIe siècle, mais surtout avec le XVIIIe siècle, c'est la révolution, on va dire, agricole qui a lieu en Europe et qui va être marquée par une révolution herbagère, c'est-à-dire qu'on va pouvoir nourrir plus de troupeaux
et notamment de troupeaux de bovins. On sait que les vaches donnent relativement beaucoup de lait à cette époque. Évidemment, c'est par rapport aux traites d'aujourd'hui, c'est rien du tout. Aujourd'hui, on a une traite journalière par vache de 30 litres. À l'époque, c'était 10 litres pour une vache, mais malgré tout, ça va donner des excédents de lait, puisque la vache va commencer par nourrir son veau, bien sûr, mais les excédents vont être utilisés à toute fin, donc notamment, et c'est le cas de le dire, à toute fin FIM, notamment la fin du nourrisson, puisque ça va permettre d'alimenter les bébés qui ne peuvent pas boire du lait maternel pour tout un tas de raisons, bien sûr. Alors, on va donc voir se développer un allaitement, on va dire, hors lait maternel, notamment de lait de vache, à condition évidemment d'avoir des biberons. Et justement, une industrie du biberon un artisanat d'abord, puis une industrie, va progressivement se mettre en place. Alors là, on va passer à une révolution qu'on va dire plus industrielle, avec donc le développement donc, et de la fabrication de biberons, on va dire spécialisés. On avait déjà des biberons depuis l'Antiquité, mais là, on va se mettre à les faire un peu en série. Par exemple, on peut penser aux faïences de Quimper, on peut penser aux biberons de bois, mais on va surtout penser aux biberons de verre, puisque l'industrie du verre va se développer beaucoup à partir du XVIIIe siècle et produire donc en série des biberons de manière à remplacer la maman, quoi, le biberon comme deuxième maman en quelque sorte, et grâce à la révolution industrielle. Alors cette révolution industrielle va également, évidemment, créer toute une filière agro-industrielle formée de laiterie, mais aussi de fromagerie, de beurrerie, et introduire donc solliciter, disons, une augmentation formidable des productions de lait et une transformation de ces laits. Ce qui est intéressant à constater pour notre propos, c'est que on voit se multiplier au 19e siècle les types de lait. On va voir donc, d'où mon titre un peu bizarre, la mer des laits. Effectivement, on va passer du lait de la mer à la mer des laits, parce qu'effectivement, on se multiplie les propositions de lait, comme le lait en poudre, le lait concentré, le lait bientôt pasteurisé à partir de la fin du 19e siècle, donc chauffé. Troisième élément, évidemment, très important pour l'allaitement, comme pour toute consommation de lait, c'est le développement des transports laitiers plus importants. On sait que la mise en place de réseaux ferroviaires, par exemple, va beaucoup faciliter la circulation des laits. Si je prends l'exemple parisien, c'est bien clair comme cela. On voit le chemin de fer qui va relier la Normandie, très productrice de lait, à la région parisienne, très consommatrice de lait. Et puis, enfin, il y a une troisième révolution que je voudrais évoquer. Je suis obligé de faire un petit peu rapidement, vous m'excuserez, hein, parce que 40 minutes, ça passe quand même relativement vite. La troisième révolution, c'est la révolution sociale qui a lieu au 19e siècle, et qui va perdurer au-delà, bien entendu. Cette révolution sociale qui voit se mettre en place deux classes sociales, on va dire nouvelles, une classe dominante, la classe bourgeoise, et une classe dominée, la classe prolétarienne, prolétariat industriel. Et cette double apparition va provoquer des changements profonds dans les conditions mêmes de l'allaitement. Alors, changement profond dans les conditions de l'allaitement, en particulier, évidemment, pour tout ce qui est
l'allaitement mercenaire, puisque dorénavant, les bourgeoises vont être tentées de salarier une nourrice pour ne pas perdre le contact avec la haute société, permettre d'exister, on va dire, dans l'espace public de la haute société. Elles vont volontiers remettre à des nourrices la charge de nourrir l'enfant. Et puis, à l'autre bout donc, de la chaîne sociale, eh bien, vous allez avoir un prolétariat de nourrices qui se développe considérablement parce que les femmes ont besoin évidemment de travailler et elles vont donc constituer un véritable corps de nourrices tout à fait considérable dans les régions les plus déshéritées, un peu par exemple, si je prends de la France, hein, la Normandie, le Morvan, les espaces montagnards, qui vont offrir en quelque sorte leurs femmes pour le nourrissage des enfants de la bourgeoisie urbaine. Alors, sous deux formes. Il y aura deux formes de nourrices. Il y aura les nourrices sur lieu, celles qui vont à la ville et sont établies dans la famille, dans la maison familiale bourgeoise pour nourrir l'enfant. Donc là, je dirais, ça se passe à peu près bien. Elles sont gorgées d'aliments. Elles vivent mieux encore que les domestiques, même si elles sont servantes, évidemment, de la famille. Et puis, les nourrices donc, que l'on va employer pour qu'elles viennent chercher l'enfant et qu'elles l'emmènent chez elles. C'est ce que j'ai appelé le trafic, la traite même des nourrices, parce que effectivement, ces femmes vont être exploitées et leurs enfants vont être particulièrement malmenés au cours de cette exploitation. Alors, en premier lieu, leurs enfants personnels, puisque évidemment, ce sont toutes des femmes qui viennent d'accoucher, donc qui ont du lait, et elles perdent pratiquement toujours leur enfant dès lors qu'elles prennent un enfant au sein, un enfant étranger au sein. Elles ont tendance à négliger leur propre enfant. Mais l'enfant étranger lui-même va souffrir parce qu'il va être transporté d'un lieu à un autre en conditions d'hygiène particulières et parfois pour de longues heures, même s'il y a une révolution des transports, c'est quand même pas immédiat. Et donc l'enfant va parfois mourir au cours du voyage de l'aller ou mourir au cours du voyage de retour. Mais même quand il sera sur place, eh bien, il aura des problèmes quand même de survie parce qu'il y a des problèmes d'hygiène qui se posent dans les campagnes françaises qui sont particulièrement, comme je le disais, aigus. Et puis, révolution sociale encore, parce que les hygiénistes, justement, vont être conscients de cette mortalité infantile considérable qui se développe au XIXe siècle. Les statistiques s'insinuent aussi et insinuent une théorie maintenant sur cette mortalité infantile, donc des moins d'1 an, et en particulier parce que les laits ne sont pas bons, ne sont pas sains, les nourrices elles-mêmes ne sont pas, comment dire, capables de donner du bon lait. Alors, ces hygiénistes vont essayer donc, dans un premier temps, évidemment, de relancer l'allaitement maternel, mais c'est un petit peu cause perdue, étant donné les conditions de travail et de vie de l'époque, mais surtout, donc, ils vont essayer de trouver des moyens de donner du bon lait aux enfants, donc en définissant même
une alimentation équilibrée pour les nourrices, en luttant aussi contre certaines pratiques de biberon qui étaient mauvaises, qui ont été considérées comme mauvaises. En particulier, je pense à un biberon qui était très, très connu, très, très intéressant, enfin, plaisant, qui était le biberon Robert à tube. C'était un biberon donc, qui était, où la tétine était raccordée à la bouteille par un tuyau. Et ce tuyau a été considéré par les hygiénistes comme particulièrement dangereux pour la santé du nourrisson, étant donné que, évidemment, le lait pouvait cailler dans ce tuyau, puisque les bébés tiraient en quelque sorte à la demande. Alors, c'était très pratique pour la mère ou pour la nourrice. On laissait le biberon dans le berceau et le bébé tirait à la demande, mais le problème, c'est que ce lait pouvait se dégrader à l'intérieur même du tuyau et on ne pouvait pas ensuite nettoyer correctement le tuyau, même si on avait eu l'envie. Alors, ce biberon Robert, alors Robert, c'est très connu parce que en France, on a une appellation, les petits Robert, pour désigner les saints. Vous le savez peut-être, je ne sais pas si c'est le cas au Québec, mais les petits Robert, ça vient de là, ça vient de l'entreprise Robert qui fabriquait des biberons, qui étaient donc comme une seconde maman, hein, comme je le disais. Mais ces biberons à tube, Robert, vont finir par être interdits, c'est-à-dire en 1913, ils vont être interdits comme étant considérés comme mortifères, c'est les termes de l'époque. Donc, voilà une filière, en quelque sorte, qui va être dégradée. Alors, autre problème, évidemment, c'est que les laits continuaient à ne pas être très bons. Alors, ces médecins hygiénistes ont inventé, il faut bien le dire, des moyens de puériculture, de donner du bon lait. Et je pense en particulier à une expérience qui, très locale au départ, est devenue internationale. C'est l'expérience de la goutte de lait du docteur Dufour à Fécamp. Alors, Fécamp, c'est en Normandie, mais c'est un port, alors beaucoup de lait dans la région de Fécamp, mais c'est un port et vous aviez une grosse mortalité infantile avant que le docteur Dufour donc, ne prenne le taureau par les cornes, si je puis dire, et par la corne de lait, et donc invente cette goutte de lait. Alors, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait de donner un bon lait en bouteille, en biberon, aux mères de conditions modestes. Donc, c'était gratuit pour les mères de conditions modestes et pour les bourgeoises qui le voulaient bien, il fallait payer, enfin pour les personnes plus aisées, il fallait payer une petite cotisation. Et alors, ce lait était, comme le disait lui-même le docteur Dufour, était maternisé parce qu'il était chauffé, il était donc on commençait, c'était dans les années 1890, donc on commençait à savoir qu'il y avait des microbes dans le lait qui pouvaient être particulièrement toxiques. Et du coup, donc, on chauffait le lait et on pratiquait donc ce qu'on n'appelait pas encore la pasteurisation, mais déjà, donc, grâce à ces gouttes de lait, on a pu avoir un échantillonnage de bon lait pour les nourrices ou pour les mamans qui le voulaient bien. Et puis, autre élément, ces hygiénistes vont se faire connaître des pouvoirs publics et vont pratiquer un véritable lobbying du lait en faveur de mesures pour améliorer donc les conditions de la distribution, on va dire, de lait. Ce sera par exemple le vote d'une loi par le docteur, enfin, une loi initiée par le docteur Roussel en 1874, qui est la première loi en France pour contrôler les nourrices, contrôler l'activité des nourrices. Loi Roussel 1874. Et puis, plus tard,
vingtaine d'années plus tard, ces mêmes hygiénistes vont imposer, on va dire, une discipline nouvelle à l'école, que l'on va appeler tout simplement une matière scolaire, donc on va appeler l'hygiène, et son enseignement. Et cet enseignement de l'hygiène sera un enseignement distribué en particulier aux petites filles, afin qu'elles apprennent tous les bons principes de la maternité et de l'allaitement plus tard. C'est-à-dire que au sein même de ce qu'on n'appelait pas encore l'éducation nationale, mais simplement l'instruction publique, il va y avoir une diffusion du message hygiéniste qui va être très, très important. Alors, tout ceci fait que progressivement, au cours du XXe siècle, le scandale des nourrices va s'affaiblir. D'abord, il va disparaître même, puisque on n'aura plus de nourrices après, pratiquement après la guerre de 14-18, il y a peu de nourrices en France. Donc, ça veut dire que les mères vont elles-mêmes nourrir leurs enfants plus volontiers, ou trouver des moyens plus aisés, on va dire, pour faire donner le biberon. Alors peut-être même les pères, allez savoir si les pères ne pouvaient pas donner le biberon. Hein, non. Et puis les scandales du mauvais lait vont revenir un peu à répétition, hein, parce que jusqu'à nos jours, on va voir, je vais dire, régulièrement se répéter des scandales d'intoxication par le lait. Alors, le plus formidable, à mon avis, scandale qui a pu avoir lieu, c'est évidemment le lait en poudre dans les pays du tiers-monde, dans les pays pauvres, que les grandes entreprises comme Nestlé, autant les citer, ou Lactalis, ont pu distribuer dans les années 1970-1980 lait en poudre, donc, qui était du coup un lait très, très mortifère pour les nourrissons, puisqu'il fallait y ajouter par définition de l'eau, et de l'eau qui n'était pas traitée. Donc un très gros scandale à ce moment-là. Mais je répète, des scandales du lait, il va y en avoir de très nombreux. Et je ne sais plus où on en est, mais oui, pour finir, sur un enjeu ou un débat qui a lieu de nos jours et jusqu'à nos jours, c'est le débat sur l'allaitement maternel, qui va être relancé dans la deuxième moitié du XXe siècle et surtout au début du XXIe siècle. Est-ce que le lait de la mère appartient à l'enfant, ou est-ce que le sein de la mère fait partie du corps de la femme? Bref, les féministes vont se mettre dans cette affaire, dans ce débat. Donc, au nom de « mon corps m'appartient », et du coup, j'allaite ou je n'allaite pas, c'est mon droit. Et au même moment, c'est-à-dire dès les années 1960, on a une association internationale qui va se former au départ aux États-Unis, puis je pense qu'elle est très présente au Canada aujourd'hui aussi, mais elle va atteindre très facilement, elle va traverser l'Atlantique et elle va atteindre l'Europe. C'est la Leche League qui préconise donc un allaitement maternel de manière répétée, voire même propagandiste. Donc, entre ces féministes qui réclament la libre jouissance de leur corps et la Leche League, évidemment, il y a parfois plus qu'un débat, ou du moins le débat est particulièrement chaud. Voilà. Alors, c'était quelques réflexions que je voulais faire rapidement, mais je pense que mon temps est échu, non? On doit être à peu près une trentaine de minutes maintenant, oui.
On est à une trentaine de minutes, mais si vous voulez en prendre 5 de plus, on va vous les donner avec plaisir. Puis de toute façon, on aura le temps d'échanger après, donc c'est comme vous voulez. Bah, euh, J'aimerais bien maintenant échanger, de Ok, manière ça relancerait parfait. les choses et ça rendrait plus, plus vivant, on va dire, la causerie. Ouais, merci beaucoup pour cette présentation. La parole est à la salle. Vous pouvez vous manifester soit dans le chat, soit virtuellement avec vos mains virtuelles, soit en vrai avec vos mains pas virtuelles. Pour des questions, des remarques, des interrogations, profitez-en. C'est la dernière séance de l'année. Oui, Cécile Vermeau, allez-y. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très Oui, bien. très bien. Bonjour Bonjour, Cécile. enfin bonsoir pour ceux qui sont comme moi à Paris. Bonsoir, moi je suis sociologue et du coup j'avais juste des petites questions sur, par exemple, les nourrices, s'il y a des quantifications du nombre de nourrices, par exemple en France. Si on sait le nombre à peu près de nourrices qu'il y avait. Et si par exemple, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment en sociologie, il y avait des phénomènes qui ont pu être pris en compte du partage de lait, le sharing milk, comme il peut y avoir aujourd'hui dans ce qu'on appelle les biocommunautés, hein, de femmes qui partagent leur lait. S'il y avait des traces de ces phénomènes, du coup, dans le passé. Merci. Alors, pour la deuxième partie de la question, non, je n'ai pas trouvé de traces particulières. Pour ce qui est de la quantification des nourrices en France, alors je pense que c'est au 19e siècle que vous voulez dire. Avant, avant, on n'a rien du tout. Au 19e siècle, j'allais dire, on n'a pas grand-chose, si ce n'est par région ou voire même par village. On a des chiffres, effectivement, de certains villages du Morvan qui envoient systématiquement toutes leurs filles, dès lors qu'elles sont mères, à Paris pour aller chercher un nourrisson et le ramener. Hein. Donc là, on peut avoir quelques chiffres très ponctuels. Par contre, on a des témoignages alors extrêmement intéressants de la part des médecins, parce que les médecins sont quand même en bout de la chaîne et ils sont souvent installés à Paris et visitent les bureaux de nourrices pour trouver la meilleure pour une famille de leur connaissance, pour les mettre en relation. Et ces médecins donc vont laisser des observations très formidables, très sociologiques, hein, plus encore que médicales, sur ces nourrices, puisqu'ils vont plutôt les interroger directement. Et ensuite, ils ont les moyens, en quelque sorte, de faire savoir leur point de vue, leur opinion. Donc, voilà, on a beaucoup de sources du monde médical sur les nourrices et des chiffres de manière très ponctuelle, très limitée. Merci. Denise? Oui, merci, merci Alexandre. Je pense que c'était plus une remarque peut-être qu'une question. Je voudrais quand même souligner que tout le débat autour de l'allaitement maternel à partir des années 60-70 met en présence, il me semble, plusieurs camps, en fait. Il y a comme la Ligue de la lèche qui apparaît aux États-Unis dans les années 50, mais qui assez rapidement devient un groupe plutôt conservateur qui prône le retour des femmes à la maison, l'allaitement prolongé jusqu'à 2 ans à la demande. Donc, c'est vraiment... la mère devient totalement au service de son enfant. Là. Et elles sont très prosélytes aussi, là. Elles sont très propagandistes. Mais chez les féministes, il y a comme aussi le clan des femmes qui vont revendiquer l'allaitement maternel, mais au nom d'un rejet un peu de la domination des médecins sur le corps des femmes. C'est un peu la manière consacrée dont on exprime le phénomène, parce qu'il faut dire que surtout, au Québec, en tout cas, c'est surtout à partir des années 40, les femmes accouchent majoritairement
à l'hôpital, elles n'accouchent plus à la maison. Et à l'hôpital, très rapidement, on va les pousser à se médicamenter pour éviter les montées de lait et nourrir leurs enfants au biberon, parce que les médecins veulent contrôler finalement la manière dont les mères alimentent leurs enfants, combien l'enfant boit, combien d'onces il boit, bon, ou de litres, de centilitres. Enfin, bref, pour les médecins, ça devient comme plus intéressant, si on veut, que les mères allaitent au biberon, parce que là, c'est ça, elles peuvent contrôler combien l'enfant boit. Combien de fois par jour, etc. Et le lait est devenu, en tout cas chez nous, au Québec, pasteurisé en très large partie. Donc, ce lait-là n'est plus dangereux comme il l'était au début du 20e siècle, à l'époque où on prônait, où les mêmes médecins, finalement, prônaient l'allaitement maternel. Et c'est contre ce discours médical qui prône l'accouchement à l'hôpital, l'empêchement de l'allaitement et l'allaitement au biberon, c'est contre ce discours-là, ces pratiques-là, qu'il y a des féministes qui vont aussi dire, ben voilà, là, il faut récupérer notre corps, mais dans le sens de dire accouchons dans les moyens, avec les moyens les moins médicalisés possibles, accouchons dans un contexte le moins médical possible. Et contrairement à ce que les médecins leur disaient, ben, c'est ça, retournons à l'allaitement finalement parce que c'est meilleur pour l'enfant. Donc, il y a ces féministes qui disent, ben, moi, j'allaiterai si je veux bien. Puis il y a d'autres féministes qui vont dire il faut finalement allaiter. Et c'est des féministes qui ne sont pas nécessairement les plus conservatrices, finalement, qui ne sont pas nécessairement des membres de la Ligue de la lèche. C'est juste pour. C'est comme le portrait m'apparaît comme assez complexe, finalement. Oui, ben, je suis d'accord, hein, Denise. Hein, effectivement, c'est plus complexe que ce que j'ai voulu en donner de manière très synthétique. D'un côté, les pro-allaitement maternel, de l'autre, les féministes anti-allaitement maternel. Donc, on a bien sûr des féministes qui sont favorables à l'allaitement maternel et qui sont effectivement, qui vont même utiliser cette demande, cette exigence pour revendiquer aussi des mesures en faveur des mères, hein, en faveur d'une solution au travail pour les mères qui allaitent, de trouver peut-être reconstruire des chambres d'allaitement ou des lieux où l'on peut agir. Et puis avec cette volonté, effectivement, que tu soulignes bien, d'échapper au pouvoir médical par ce biais-là, si on peut dire. Hein. Et effectivement, parce que ce pouvoir médical était effectivement et est effectivement devenu très prégnant sur l'ensemble de la société. Donc, de la naissance à la mort, on se rend bien compte que la médecine dirige nos vies très largement. Hein. Oui, tout à fait. Merci. Merci, Madame Brault. Oui, bonjour. Je vous remercie beaucoup pour votre conférence. C'était très intéressant. Puis je remercie aussi Madame Baillargeon pour son commentaire. Là, ça m'intéresse beaucoup, ce sujet-là. Moi, je suis sociologue de formation, puis je travaille sur la médicalisation dans l'enfance. Puis, bref, ça rejoint plusieurs intérêts. Donc, Monsieur Nourrisson, ma question, en fait, j'ai été très intéressée par ce que vous appelez la traite des nourrices, hein, la différence entre les nourrices sur lieu puis les nourrices qui amènent les bébés chez elles. Puis, je voulais voir, donc, si j'ai bien compris, ça veut dire vraiment que la nourrice va amener le bébé dans son milieu familial, donc le bébé va y rester pour un certain moment. J'aurais aimé ça avoir plus d'explications sur la durée, disons, de cette traite-là. Puis je voulais savoir un petit peu plus, est-ce que vous savez un peu plus sur les motivations des mères à choisir la nourrice sur la traite de la nourrice plutôt que la nourrice sur lieu? Alors, bien. Commençons par la fin de votre remarque. Effectivement, le choix des mères. Pour les mères on va dire de la bourgeoisie, leur possibilité, c'est d'accueillir chez elles, et leur souhait, c'est d'accueillir chez elles la nourrice,
la fameuse nounou, celle qui va devenir la nounou, qui peut-être d'ailleurs va rester très longtemps, des années, au domicile familial, parce qu'elle va se transformer de nourrice à lait, si j'ose dire, en nourrice sèche, comme on disait, hein, donc devenir la nounou qui va participer, on va dire, de l'éducation du petit enfant. Là, c'est la situation quand même privilégiée, hein, et il faut avoir les moyens d'accueillir une nourrice chez soi, hein, évidemment, de la nourrir, etc. Bon. En revanche, la majorité des nourrices étaient des nourrices donc, qui venaient chercher l'enfant et l'emmenaient chez elles, à grand risque, comme je l'expliquais. Alors, le principe, c'est qu'elle nourrissait l'enfant. Alors, ça dépend des contrats, hein, puisque c'était un véritable contrat qui était signé entre la mère, ou plutôt le père, et le mari de la nourrice, parce qu'il fallait évidemment que la nourrice soit mariée, pas question d'envoyer des filles mères comme nourrices, hein. Là, il y a aussi il y a une dimension morale qui est très importante, hein, dans ce contexte, et qui vient d'ailleurs de l'Antiquité. Là aussi, hein, le docteur Soranos ne disait pas autre chose, hein. Il faut que la nourrice n'ait pas de vice, sinon elle risque de le transmettre à l'enfant. Donc, ces nourrices, il y avait même des meneurs de nourrices, ceux qu'on appelait les meneurs, qui emmenaient soit avec une diligence, soit par le train, par le chemin de fer, jusqu'à la ville, les jeunes mères, et les proposaient dans des bureaux de nourrices, on va dire presque agréés, visités, comme je le disais, par un médecin et par les pères, parce que les mères, évidemment, ne venaient pas, afin de trouver la perle rare, ou supposait-elle. Alors, dans ce trafic d'enfants et cette exploitation des nourrices, il faut parler aussi de ce qui se passait avec les enfants illégitimes, et qui étaient regroupés, on va dire, la plupart du temps, et anonymement, dans les hôpitaux d'assistance publique. Et alors ces enfants-là étaient donc mis à disposition de nourrices qui les emmenaient chez elles, et c'est, j'allais dire, surtout parmi ceux-là, ils étaient considérés un peu comme matière inintéressante, c'est surtout ceux-là qui mouraient. Là, je voudrais simplement profiter au fond de mon livre pour vous lire un très faible témoignage, enfin pas un très faible témoignage, un témoignage plutôt d'un enfant qui a vu sa mère en quelque sorte mise réduite à l'état de nourrice, si j'arrive à retrouver le texte. Oui, nous y voilà. Voilà. Voilà ce que dit Toinou, un petit enfant auvergnat, hein, oui, dans les montagnes d'Auvergne. Dès qu'elle me mit au monde, ma mère se trouva pourvue d'une source temporaire de profit dont elle avait grand besoin. Donc, c'est une famille pauvre. Devenue laitière sans perdre ses qualités de bête de somme, elle travaillait évidemment dans l'exploitation, cette paysanne de 20 ans représentait une richesse que des informateurs bénévoles signalèrent sans délai. Après quelques marchandages, des bourgeois lyonnais, on n'est pas très loin de Lyon, des bourgeois lyonnais s'en attribuèrent l'usufruit, moyennant quelques écus par mois, et les saints maternels partirent vers la grande ville faire la joie d'une prétendue petite sœur dont je ne peux me rappeler le nom. Bon, voilà donc ce que l'enfant a retenu. Puis, 7 ans plus tard, ça recommence. Voilà ce qu'il dit. Traire une dizaine de vaches 2 fois par jour, porter le lait en ville, faire tout le ménage d'une ferme et allaiter un bébé, cela peut être considéré comme un travail suffisant pour une petite femme de 40 kilos. Mes parents ne furent pas de cet avis et ma mère chercha un second nourrisson qui porterait jusqu'aux extrêmes limites
l'exploitation de son corps. Oui, c'est ce genre de témoignage. Alors, c'est assez rare, hein. C'est des gens tellement pauvres qu'ils étaient très peu instruits, mais le petit Toinou là, a quand même réussi à grappiller de l'instruction. Donc, il témoigne de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a vu de sa mère aussi, qui accumulait les nourrissons pour une compensation, on va dire, financière. Voilà, donc ça amène d'ailleurs le problème des sources, l'une et l'autre question. Là, je repense aux statistiques, je repense. On manque de sources, hein. On manque quand même. C'est bête à dire pour l'histoire du lait, mais on manque souvent de sources, et notamment au plus ras des hommes, au plus petit des hommes, hein. Les paysans ne parlent pas, les paysannes pas encore moins. Et du coup, on a des témoignages qui viennent d'en haut, essentiellement des médecins, hein. Voilà. Merci. Karine Forget. Oui, bonjour. D'abord, merci beaucoup pour cette conférence. Merci aussi pour les questions. Je les trouve super intéressantes, puis ça alimente ma réflexion. Je voudrais revenir sur les traces de partage de lait. En fait, moi, dans le cadre de mon mémoire de maîtrise sur l'histoire des accouchements de jumeaux entre 1930 et 1980, j'ai trouvé des traces de partage de lait. Puis je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le partager avec vous. En fait, c'est un cas assez exceptionnel. C'est dans le cas des jumelles Dionne, les fameuses quintuplées qui sont nées en Ontario. On a connaissance que les femmes de la région, mais de plein d'autres régions aussi, se sont mises ensemble, le tout orchestré par la Croix-Rouge, et ont amené du lait pour nourrir les jumelles Dionne là, pendant les premières années de leur vie. Donc, c'est un exemple de partage de lait, ce qui me fait penser que peut-être dans les petites communautés, il y avait déjà cet élan-là, mais je n'ai pas évidemment de sources certaines qui en parlent. Mais cet exemple-là des jumelles Dionne, je l'ai trouvé quand même assez intéressant. Donc, voilà. Alors, merci, hein, de cette réflexion et de ce témoignage, au fond, de partage de lait. Alors, ce que j'ai quand même trouvé dans les sources, de manière très modeste, c'est que certaines mères, jeunes mères, adoptaient l'enfant d'à côté, quand, par exemple, il s'agissait d'une ouvrière qui partait à l'usine et qui pouvait donc confier son bébé à la femme d'à côté, donc à la jeune mère, le temps, en quelque sorte. Donc, il y avait même plus qu'un partage, un véritable échange de lait, hein. Le bébé était nourri avec 2 laits maternels, hein, en réalité. Donc, j'ai pu voir de manière très ponctuelle ce petit témoignage-là. C'était quand même un témoignage du 19e siècle, hein. C'était au moment de la mise en usine de ces ouvrières qui supportaient beaucoup, hein. Elles étaient exploitées à l'usine, elles étaient exploitées à la maison par leur mari. C'était vraiment des conditions de vie effarantes, et elles pouvaient avoir un éclairage du côté du voisinage, hein, tout simplement. Alors, il y avait aussi une pratique que j'ai vérifiée en Normandie. C'était les rencontres de mères qui avaient lieu le soir. Et ces femmes, alors, se donnaient des conseils de puériculture, si on peut dire, hein, et pouvaient aussi, à l'occasion, nourrir en quelque sorte l'enfant de l'autre, hein. Alors, en apportant des biberons, je l'ai effectivement apprécié.
pour une ville, dans une ville comme Rouen, par exemple, en Seine-Maritime, donc en Normandie. Ça se faisait. Alors, c'était des réunions un peu informelles, bien sûr. Pourquoi j'ai eu connaissance de cela? Parce qu'un médecin s'est en quelque sorte infiltré dans ces réunions de femmes, où il en a eu connaissance en tous les cas, et il a fait la remarque suivante. Il a dit: ah oui, mais ces femmes, elles arrivent avec des biberons, mais dans ces biberons, elles ont mis du Calvados, elles ont mis de l'alcool, parce que l'alcool endort les enfants. Donc, elles ont ainsi voulu calmer l'enfant je sais pas, qui avait ses premières dents ou tout ça, avec un biberon alcoolisé. Et d'où ces histoires de biberon calva que l'on trouve en Normandie. Et oui, dans le cadre d'une petite communauté, mini-communauté de femmes. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai trouvé, hein, malheureusement. Merci. Je me fais la voix d'une question qui est dans le chat de Thierry qui demande à partir de quand se met en place en France la pratique du mouillage frauduleux du lait? Très bonne question. Alors, à partir du moment où le lait va en ville et va être distribué de plus en plus massivement, parce que les besoins en lait augmentent. Alors, besoins en lait pour l'enfant, petit enfant, mais aussi pour les enfants plus grands ou pour les adultes même, hein. Donc, cette pratique du mouillage du lait va vraiment se développer considérablement dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui est un moment de forte urbanisation en France et de fortes exigences de lait. Par conséquent, je dirais aussi c'est un moment de recul des laitières. Alors, qu'est-ce que c'est que les laitières? J'en ai pas parlé, mais c'était ces femmes qui allaient vendre du lait à partir des fermes qui étaient dans la région parisienne et qui vendaient leur lait, j'allais dire, directement apporté par le troupeau. Elles faisaient circuler le troupeau dans la ville. Alors, ça pouvait être un troupeau de vaches, mais c'est pas très mobile, la vache, hein, pas facile, mais ça pouvait être un troupeau de chèvres, par exemple. Donc, vous aviez des troupeaux qui circulaient dans Paris et qui allaient apporter directement le lait. Donc, on trayait sur place pour donner aux enfants de la bourgeoisie. Alors, j'ai tout un tas de témoignages. Et ça, c'est une pratique qui va se tarir, si je puis dire, à la fin du 19e siècle. Les laitières vont disparaître du paysage urbain, tout simplement, hein, parce que la ville devient de plus en plus tentaculaire et du coup, la marche des troupeaux va être beaucoup plus longue. Ça devient plus possible. Merci. Donc voilà la réponse qu'on peut apporter. Alors non, pardon, pas encore. Le mouillage va donc, l'ajout d'eau au lait va s'accentuer. On ne fera pas d'ailleurs qu'ajouter de l'eau. On pourra parfois ajouter du soufre, on pourra parfois donc faire tout un tas d'adjonctions suspectes. Et le premier scandale du lait mortel, c'est dès la fin du 19e siècle, hein, en réalité. On a là aussi tout un tas de témoignages, plus ou moins souriants. Par exemple, je pense à l'Assiette au beurre, un journal anarchiste donc qui remettait en cause la société de cette époque et qui va publier sur les falsifications du lait et les meurtres au lait falsifié.
voilà, donc effectivement, ça a commencé tôt et ça dure encore. Je pense par exemple au lait, au lait truqué des Chinois, il y a encore peu de temps, hein. Il y a eu un très gros scandale laitier en Chine. Merci. On a le temps pour une toute dernière question brève et une réponse peut-être brève aussi. Wanda? Oui, merci beaucoup pour l'invitation et pour ce très intéressant exposé. Moi, je travaille sur l'histoire de la bière en Belgique au 19e siècle. Et donc, j'ai lu aussi avec un grand intérêt votre livre sur le buveur au 19e siècle. Et donc, en Belgique, les médecins, enfin, certains médecins vantaient les avantages de la bière pour la lactation. Elle avait la réputation d'être galactagogue. Est-ce que c'est un aspect que vous avez étudié? Et si oui, est-ce que vous pouvez éventuellement nous dire quelques mots à ce propos? Oui, alors, de manière permanente, la bière est passée pour un excellent aliment de nourrice, soit mère, soit mercenaire. Mais effectivement, la bière a toujours eu cette réputation d'être nourrissante. Il y avait même une publicité au 19e siècle qui était intéressante, où on voyait une belle nourrice et un bel enfant bien, aux joues bien rondes, parce qu'elle avait bu de la bière, alors que l'image suivante, c'était au contraire une nourrice maigre et un enfant malingre, parce qu'il n'avait pas eu de bière. Pas eu de bière, c'est ça. Voilà. Et est-ce Alors, que donc, oui. la bière est vraiment un produit considéré comme nourrissant, donnant du bon lait. Oui, alors ça, c'est une idée assez reçue, mais qui a traversé les décennies, hein, sinon les siècles. C'est ça, encore à l'heure actuelle? Ah oui, encore actuellement, vous trouverez des gens qui vont conseiller à une jeune maman de boire une bière, oui, bien sûr. C'est ça, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le temps qui nous était imparti est malheureusement terminé. Mais merci beaucoup. Je vais en profiter pour remercier Monsieur Nourrisson à la fois pour la belle conférence d'aujourd'hui et pour les échanges qu'il y a eu avec la salle. Je partage avec tout le monde dans le chat le lien pour se procurer son livre, donc chez Vendémiaire, sur l'histoire du lait comme boisson nourricière. Je le remercie aussi parce que il y a 10 ans, quand le réseau historien de la santé a été créé, eh ben, il était là, il était à Montréal, puis il faisait partie des gens avec qui on avait discuté de la possibilité de lancer ce réseau-là. Donc, il en est aussi en partie à l'origine. Donc, je le remercie aussi pour ça. C'était il y a 10 ans à Montréal. Je suis très content de finir cette 10e année 2022 du réseau par cette conférence-là aussi pour ça. Donc, merci beaucoup, c'est nourrissant pour ça. Je remercie tout le monde qui était là aujourd'hui, tout le monde qui était là d'habitude. Le réseau poursuivra ses activités en 2023 sous des formes nouvelles et diverses dont vous serez tenus informés par les biais habituels par lesquels vous obtenez vos informations sur le réseau historien-historienne de la santé. Merci beaucoup. Bonne fin d'année, bonne fête à vous si vous en avez. Et à la prochaine fois. Merci Didier. Merci Denise. Merci à tous. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup, bonne fête et buvez plus de lait que de vin, bien sûr. Oui, je peux. Au revoir. Au revoir.